Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Salon Infini. Je suis heureuse de vous accompagner tous lors de cette prochaine demi-heure pour parler de l'industrie de demain. Vous verrez, elle ne se joue pas seulement dans les usines, mais dans notre capacité à innover, à financer, à rester souverain. On va parler de ça pendant la prochaine demi-heure. Je vous présente mes invités, les intervenants. Mathieu Giron, qui est tout au bout. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accompagner, responsable agence innovation Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente. Clément Gallic m'accompagne également, cofondateur et CEO d'Unseen Labs. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Noton est également à mes côtés, fondateur et CEO de Seapearl. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci à tous les trois. Ma première question d'ailleurs, elle sera pour tous les trois. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Le titre de la conférence est « Regard croisé sur l'industrie de demain ». Moi, j'aimerais peut-être en une phrase, si vous pouviez me décrire le plus grand défi de l'industrie de demain, selon vous. Ce serait quoi? Je commence par vous, Philippe. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ça va être de définir ce qu'on appelle l'industrie. Fab, non fab, on en parlera. Et c'est surtout ce que va devenir l'industrie européenne. Quelle est la volonté politique? Est-ce que l'Europe doit être indépendante ou affirmer son indépendance ou rester en mode colonie numérique? On pose bien le sujet. Voilà. Ouais, moi, de mon côté, ce serait, alors, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, le temps, la gestion du temps, parce que le monde va très très vite, beaucoup plus vite que nous. Et comment on fait pour ne pas se faire distancer, voire rattraper ceux qui sont devant nous? Pour moi, ce serait savoir conjuguer du coup les enjeux environnementaux, technologiques et de souveraineté. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés au jeu. Unseen Labs, Seapearl, je n'ai pas présenté. Peut-être qu'on peut aussi décrire vos projets. Qu'est-ce qui fait la singularité de vos projets? Satellite pour Unseen Labs, supercalculateur pour Seapearl. Je ne sais pas, Philippe Noton, est-ce que vous voulez commencer? Donc Seapearl est une boîte de semi-conducteurs fabless. On développe des microprocesseurs à très haute performance. Ça a démarré à Bruxelles avec la volonté de créer en Europe un AMD européen. On n'est pas loin de 200. On a levé en série A 130 millions d'euros. On a mis 200 millions d'euros d'investissement sur la première plateforme. On lance une série B de 200 millions. Donc ça vous donne une idée des chiffres. Derrière, on est essentiellement en face de concurrents américains. Mais tout le support qu'il y a derrière, qu'il soit à la fois européen et français, nous porte jusqu'au bout parce qu'on a passé plusieurs fois des paliers qui étaient considérés comme mission impossible. Je suppose dans le spatial, c'est un peu ça aussi. Oui, du coup, Unseen Labs, c'est un opérateur de satellite, donc c'est-à-dire qu'on possède notre propre constellation de satellites et on exploite les données et on en vend les services. Donc ce qu'on fait, c'est de l'observation de la Terre dans le monde de la radiofréquence. En gros, nos satellites sont des antennes dans l'espace qui récupèrent les signaux émis aujourd'hui par les bateaux et surtout les signaux passifs. C'est-à-dire qu'on est capable de suivre, de trouver les bateaux qui n'ont pas de balise de positionnement à bord. Ce qui nous permet de proposer des services de surveillance maritime, donc à vocation plutôt civile, l'action de l'État en mer aujourd'hui. Donc on a 17 satellites en orbite. On continue à déployer la constellation. On travaille dans le monde entier. On est 130 basés à Rennes. Et l'année prochaine, on tire une nouvelle gamme de satellites, donc beaucoup plus gros, qui vont nous permettre de faire le même type de service, donc continuer sur les mers évidemment, mais faire du suivi d'émetteurs et de bandes de fréquences sur les terres, dans l'air et dans l'espace, donc à partir de début 2026. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Mathieu Giron, quelle est l'histoire de votre rencontre avec ces deux pépites, ces deux innovations de rupture là? Alors, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont l'honneur d'être clients d'autres caisses d'épargne, donc Rhône-Alpes et Bretagne-Pays de Loire. L'entrée en relation, d'ailleurs, s'est faite il n'y a pas très longtemps pour Unseen Labs, en 2024, si on se souvient bien, 2021 pour Seapearl. Seapearl, c'était suite à une importante opération de financement qui s'est suivie par une opération de syndication et d'arrangement de dettes. Et puis après, pour la partie, il y a aussi je ne sais plus du coup si c'est sur Unseen Labs, sur la partie internationale de Vise, ou c'est peut-être pour Seapearl, je ne sais plus, honnêtement. Mais voilà. En tout cas, il y a de ces sujets de toute façon qui reviennent toujours, ces sujets. On va en parler. Et puis arrangement, etc. On va évidemment en parler. J'ai dit qu'on allait parler de financement, j'ai dit qu'on allait parler de souveraineté. Vous deux, Philippe, Clément, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés lors du développement de vos innovations de rupture? Financement, compétences, réglementation. Qu'est-ce qui a apparu d'abord? Qu'est-ce qui a été compliqué d'abord? Je dirais il y a classiquement trois freins. Il y a l'accès aux ressources, c'est-à-dire trouver les ingénieurs. On est dans un secteur qui est pénurique, avec des ingénieurs qui ont plutôt tendance à aller dans la finance, le conseil, etc., mais plus dans l'hardware. Donc ça, il y a énormément d'investissements qu'on fait en amont avec les écoles d'ingénieurs pour pousser les écoles d'ingénieurs, entre guillemets, à produire des ingénieurs sur ce type de secteur qui est le SMI. Il y a l'accès au cash, qui est quand même très très compliqué en France et en Europe dès qu'on est en rupture. D'ailleurs, on a quasiment eu 2 ans de retard sur notre série A. Pendant ce temps, les concurrents américains...
il ne se pose pas de questions, il décolle. Bon, finalement, on a réussi à l'avoir. Merci Bruxelles, merci France 2030 derrière. Et le troisième, c'est l'accès au marché. On est en face de concurrents ou de gros blocs géographiques type Chine, Japon, États-Unis qui protègent leur marché. Ils ne se posent pas de questions. Je dirais dans les accords US, ils savent que 70% des marchés publics américains, c'est sur de la base de technologie américaine. En Europe, on est très loin derrière, même si aujourd'hui, on commence à parler de Buy Act. Et il y a eu ça sur l'intro tout à l'heure, 28e régime, etc. Ça va dans le bon sens. On peut parler de Buy Act sans se faire jeter par la fenêtre. Il y a 5 ans, c'était un mot interdit. Maintenant, ça l'est. Donc là, on va dire, on croise les doigts, on pense que la réglementation va aller dans le bon sens pour nous aider. Clément Gallic, vous avez identifié les mêmes freins? Alors oui, après nous, c'est donc aujourd'hui, on vend dans le monde entier, donc on a la réglementation d'export, etc. Mais je ne considère pas ça vraiment comme des freins, ça nous protège aussi. Donc nous, c'était vraiment l'accès, tout début de la société, quand on était assez grand pour tirer nos premiers satellites, pour faire simple, où il a fallu trouver quand même un gros chèque pour payer des fusées. Nous, on dépense quelques centaines de milliers ou millions d'euros en 30 secondes, avec un résultat aléatoire. À l'époque, le spatial, personne n'en faisait dans le monde du privé. On était un peu regardé bizarrement, et donc évidemment, en termes de financement, c'était un petit peu compliqué. On ne rentre dans aucune case de financement, ce qui aujourd'hui existe maintenant, il faut le dire. Une Synapse en 2025 n'aurait pas eu la même problématique de financement, on aurait eu du France 2030, on aurait eu la DGA, on aurait eu l'AID qui nous ont toujours soutenus, mais sur ces montants-là, ne pouvaient pas. Donc c'était la première levée de fonds. Honnêtement, qu'on a dû faire pour tirer le premier satellite. Et là, merci BPI France, DGA, Definvest, surtout, qui nous ont apporté le premier euro. Et sans ce premier euro, on n'aurait vraiment pas pu décoller. Mais on a bien perdu 9-12 mois pour trouver cette poche de financement, ce qui à l'époque ne se faisait pas particulièrement facilement. Je rebondis sur ce premier euro, justement, d'un point de vue de la caisse d'épargne. Comment un acteur bancaire identifie, sélectionne ces pépites perçues souvent risquées par les investisseurs? Alors déjà, pour les repérer, ça fait partie de notre travail de faire partie de l'écosystème. Par exemple, à Bordeaux, on est partenaire de Bordeaux French Tech. On est aussi très proche des technopoles. Donc après, les dossiers qui sont intéressants, les beaux dossiers, généralement, on les repère quand même assez facilement. Après, pour les sélectionner, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas simple. Donc, grosso modo, il y a 3 cas de figure différents. Il y a un premier cas de figure où la boîte est rentable. Donc, on ne va pas se le cacher, c'est le cas de figure le plus simple. Donc, on va passer sur cette étape-là. Après, il y a le cas de figure où l'entreprise annonce une rentabilité à 2-3 ans. Donc là, notre métier, c'est pour gérer au mieux notre risque de banquier, c'est d'arriver à bien comprendre le BP, qui est un métier finalement où on analyse beaucoup de prévisionnel, un peu comme le ferait un investisseur finalement, sauf que la question qu'on se pose, c'est pas savoir si on va faire un multiple, c'est savoir si on va être remboursé, tout simplement. Donc après, si on arrive à se faire une conviction sur ces bases de business plan, on peut avancer sur le dossier en espérant être les plus compétitifs et arriver à entrer dans le pool bancaire. Après, il y a le troisième cas de figure qui est plus marginal. Ça dépend des caisses. En tout cas, pour nous, Aquitaine Poitou-Charentes, c'est encore un peu marginal. Tout ce qui est deep tech, industrie du futur, je ne sais pas d'ailleurs si on dit encore industrie du futur, ce serait une bonne question. Mais là, il faut vraiment se faire une conviction sur le long terme parce que souvent, la rentabilité va au-delà de la durée du prêt. Donc là, c'est pas simple. Donc, on pose beaucoup de questions. On a beaucoup appris d'ailleurs d'autres caisses régionales là-dessus. Donc on pose beaucoup de questions, notamment au niveau des investisseurs. Est-ce qu'ils seront là dans 2, 3, 4 ans pour remettre au pot et là, on essaye de se faire un avis. Donc c'est un avis finalement assez diffus. Puis évidemment, on essaye aussi de voir la qualité des informations qui sont transmises. Est-ce que l'Excel tient la route? Est-ce que l'équipe tient la route? Donc voilà. Puis après, il y a aussi d'autres enjeux commerciaux. Est-ce qu'il y a des méga contrats, des contrats cadres intéressants qui sont mis en place? Et après, il y a aussi de garanties. Est-ce qu'on a aussi des garanties fortes aussi qui nous permettent de mettre des prêts significatifs pour accompagner justement et faire effet de levier sur des tours de table en haut de bilan? Philippe Noton, comment vous qualifieriez la relation avec un acteur bancaire comme la Caisse d'épargne? Qu'est-ce que vous diriez? À quel moment ils vous ont fait confiance? Alors, sans vouloir être dithyrambique sur la Caisse d'épargne, j'étais plutôt sur 20 ans d'échecs avec des banques qui ne financent pas des R&D, qui financent des usines, qui financent l'achat de matériel. Dans notre cas, c'est effectivement suite à des grosses annonces quand on a gagné l'EIC, European Innovation Council, qui est un de nos gros investisseurs européens. C'est la Caisse d'épargne Grenoble qui est venue vers nous avec une compréhension directe du projet.
Donc j'ai pas eu à leur expliquer ce que je faisais, que le semi-conducteur que c'était cher, c'était directement compris. Donc ça fait gagner du temps. Et par rapport aux quelques soucis qu'on avait eu avec les banques en Ile-de-France qui financent pas du tout ce type d'activité, là on était sur l'expertise qu'il fallait. Donc gagner du temps, et c'est la Caisse d'épargne, Caroline qui ne doit pas être très loin là je crois, qui ont globalement monté le pool. Donc voilà, et donc il y a eu un effet de meute, c'est la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui a fait venir d'autres pour monter un pool bancaire. À mon sens c'était unique, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas pouvoir un pool bancaire aussitôt alors que on ne fait pas encore de chiffre d'affaires. On a clairement une vision sur ce qu'on veut faire. On a besoin d'énormément d'argent. Donc là, ça nous permet en plus de monter notre scoring bancaire. Mais voilà, ça nous a énormément aidé pour consolider le premier tour. En quoi justement l'ancrage territorial, ça a été aussi un atout stratégique, Clément? Alors nous, on a créé une boîte du spatial il y a 10 ans quand personne n'en faisait en Bretagne. On habitait à Toulouse, on est rentré à la maison en Bretagne pour créer la boîte. Donc c'est totalement incongru pour le monde du spatial. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que déjà, on rentrait à la maison, ce qui n'était pas désagréable. En plus, il faut savoir que la Bretagne, c'est vraiment une terre à la fois d'innovation et de technologie. Nous, on avait besoin d'ingénieurs. Tu disais que tu avais du mal au début à recruter des ingénieurs. Nous, ce n'était pas tant le cas parce qu'en fait, il y a un gros pôle techno de la télécommunication, de l'IT en Bretagne et particulièrement à Rennes, qu'on a pu convertir assez simplement en spatial. On fait du spatial et vraiment ce qui est un dérivé de l'IT. Donc ça nous allait très bien. Il y avait un vrai pôle d'ingénieurs. On ramenait en plus en local une spécificité. Il y avait très peu de spatial, ou en tout cas de la façon dont on le faisait en Bretagne. Donc on était très bien accueillis. Et après, vraiment le tissu entrepreneurial où il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup on a BCI, on a BDI, il y a beaucoup de supports, il y a BPI qui est aussi très implanté. Et puis après, là, pour en arriver à ce qui vous intéresse, la partie bancaire, nous, notre pool bancaire est uniquement composé de banques locales. Parce que c'est des gens qu'on a croisés à tous les événements, qui nous ont suivis les étapes les uns après les autres. Et c'est vrai que la Caisse d'épargne nous a rejoints, alors que en 2024, parce qu'il n'y a pas eu forcément d'occasion avant, et au moment où on a eu une très grosse levée de fonds, donc on a levé 95 millions d'euros, d'accélération, où là, en fait, très rapidement, ces acteurs locaux qu'on côtoyait, qu'on croisait, qui suivaient la société, étaient prêts à réagir hyper vite, être parfaitement alignés avec nos plans. Et donc voilà, c'est juste agréable de pouvoir avancer dans ces conditions où on a bien assez de problèmes à gérer au jour le jour, et avoir un pool bancaire à qui on a confiance et qui on s'entend, ça simplifie grandement la situation. Philippe Noton, c'est un atout stratégique, cet ancrage territorial? J'en reviens à ma problématique RH. Il y a des bassins de compétences en France. Dans notre cas, c'est l'Île-de-France, surtout pour tout ce qui est logiciel embarqué. Grenoble pour le hardware, le semi, c'est tout le pôle autour du CEA, Soitec ST. On est également associé Antipolis et sur des zones étrangères. Oui, parce que le bassin de compétences est là. Comme je dis, tout le monde comprend ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de leur expliquer 10 fois ce qu'on fait. C'est naturel. Après, il y a un effet vertueux parce que c'est le même écosystème, on connaît tout le monde. Et puis il y a un côté province, en fait, où globalement, oui, tout le monde se connaît. Donc ça aide. Mathieu Géron, c'est vrai que ces projets, au-delà de la technologie, ils apportent au territoire en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes d'attractivité. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est important parce que ça amène des emplois qualifiés, ça amène un savoir-faire, et c'est vrai que ça amène un cercle vertueux. On voit aussi de plus en plus d'entrepreneurs, de dirigeants, quand ils viennent s'implanter, ou même quand ils sont à l'origine, entrepreneurs du territoire, mettre un accent assez fort sur leur sourcing, sur leurs partenaires locaux, le plus proche possible. Ça, c'est une tendance qu'on a pu voir assez récemment. Donc tout ça, ça contribue à faire que le tissu économique local soit renforcé. Et on est, comme je disais tout à l'heure aussi, on est assez proche des technopoles et des agences de développement économique. Typiquement, sur l'industrie, il y a besoin de foncier. Donc on est aussi là pour mettre tout ça en lien et faire avancer les sujets les plus rapidement possible. Je vais revenir, Philippe, sur ce que vous disiez dès le début de cette discussion. La R&D, un défi plus complexe que d'ouvrir une usine. Ça, c'est ce que vous nous disiez. Comment on inverse cette tendance demain, alors qu'on parle d'industrie de demain, justement? Alors ça tombe bien parce que je crois que la thématique du jour, c'est la vérité. Donc il faut les deux. Il y a effectivement, malheureusement pour nous, parce qu'on est faiblesse, un tropisme français à financer énormément de l'industrie ou de la réindustrialisation. En Ile-de-France et dans la French Tech, c'est comme essentiellement soft, SaaS, service. Mais autant que je sache, AMD, Qualcomm, Nvidia, qui pèsent quand même 4 000 milliards que tout le monde connaît depuis 2 ans, sont des sociétés sans usine.
donc qui ont les moyens aujourd'hui de racheter des usines, mais c'est un autre sujet. Il faut financer les deux. Je dirais l'indépendance européenne, enfin, j'aimerais plutôt parler d'indépendance européenne, parce qu'indépendance française, ça devient bien compliqué. Effectivement, idéalement, il faut des usines. C'est que pour remplir des usines, il faut du volume. Si vous n'avez pas de clients pour ces usines, ça ne sert à rien de faire des usines. Donc, ce n'est pas la peine de faire venir TSMC en Europe s'il n'y a pas de société comme nous et 100 fois plus pour être capable de la remplir. Donc, il y a une grosse problématique de consistance et d'approche pour renouveler et définir ce qu'on appelle l'industriel. Surtout dans notre cas, semi-conducteurs, deep tech, fabless, on est vu comme industriel, mais quand on explique à des banques ou à des investisseurs qu'on n'a pas d'usine, ah oui, mais comment vous allez reconvertir mon territoire ou récupérer les naufragés du textile, des pneus, etc. dans des usines? Ben non, c'est pas que ça soit pas mon problème, effectivement, mais on n'est pas sur les mêmes métiers. Et ça se passe aujourd'hui, en notre cas, à Taïwan, en Corée du Sud, où ça démarre aux États-Unis. Mathieu Giron, comment vous réagissez à ça? Vous qui êtes, en tout cas, sur ce plateau aujourd'hui, l'acteur qui investit, justement. Moi, ça me rappelle aussi d'autres clients qu'on a sur la région de Nouvelle-Aquitaine. On a Elixir Aircraft, par exemple. C'est des sujets pas évidents, c'est du temps long. Donc effectivement, pour que tout le monde puisse accorder, on parlait de pool bancaire tout à l'heure, que tout le monde ait une même vision du BP, c'est pas évident, et que chacun prenne sa part de risque. Bref, mais je crois que le mot-clé, l'expression clé, c'est temps long quand même. C'est d'avoir la patience de pouvoir soutenir l'entreprise comme il se doit. Comment on construit justement cette relation de long terme avec ces entreprises? Déjà, je pense que... Encore une fois, c'est avec Sipper, je pense que c'est le cas typique. C'est être là au bon moment, au tout début de l'aventure, en tout cas quand ça commence à cranter, comme on dit, avec un premier niveau de chiffre d'affaires, une première levée de fonds. Et puis, ça repose beaucoup. Alors, on parlait de temps long, mais c'est vrai que le banquier, il a ce mode de fonctionnement quand même, le temps long. Donc, il faut du temps pour voir le compte fonctionner. Est-ce que les données qu'on nous donne finalement sont bonnes? C'est-à-dire qu'on regarde dans le business plan, est-ce que finalement l'histoire qu'on nous raconte est la bonne? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Donc voilà, on apprend à se connaître, et ce qui permet justement de mettre la bonne solution au bon moment. Donc ça, au début, souvent, faut pas se mentir, au début, c'est du financement, du moyen long terme, ça peut être du crédit bail, ça peut être d'autres solutions. Voilà, je ne vais pas faire l'étalage du catalogue des banquiers d'entreprise, mais l'idée, c'est de bien connaître le client pour mettre le bon service au moment. Oui, mais c'est important parce que cette expertise-là, en tout cas, il faut l'avoir pour accompagner des entreprises comme Unseenlabs et Sipper. Je ne sais pas comment vous voulez réagir à ça aussi, Philippe et Clément. C'est-à-dire que un investisseur, il faut qu'il vous comprenne, il faut qu'il soit là, en effet, à différentes étapes du développement de votre entreprise. Est-ce que ça, vous avez l'impression que des acteurs bancaires, en tout cas peut-être comme la Caisse d'épargne, mais on peut aussi aller enfin, on peut ouvrir. Comment vous décririez ça, vous, ce besoin et je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez compris? Voilà. Je crois, oui, c'est vraiment d'où l'intérêt qu'on parle de caisse locale en plus. C'est-à-dire que vraiment on vit dans les mêmes milieux, on connaît les mêmes réseaux, on connaît les mêmes problématiques. Et c'est vrai que dans le cas de la caisse d'épargne, qui n'est arrivée chez Unseenlabs qu'en 2024, on se connaissait depuis bien avant. C'est-à-dire qu'on avait des échanges, notre modèle était compris, nos difficultés étaient comprises, les succès aussi. Donc en fait, tout ça, ça fluidifie les échanges et ça fait qu'après, ça nous permet d'aller très vite. Et puis c'est des gens qui ont vraiment physiquement croisé, ça aide, c'est bête, mais se croiser régulièrement, rééchanger, dire où on en est, faire des points d'étape, tout ça, ça permet de, le jour où il y a besoin d'accélérer, le jour où il y a besoin de financer telle ou telle partie, on est déjà aligné. Après, on parle vraiment la partie contractualisation classique, mais on a gagné toute la partie compréhension. Et ça, c'est hyper précieux. Et vraiment, nous, c'est ce qu'on retrouve avec toutes nos banques voilà, qui permet de, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, enlever une partie de difficultés qu'on pourrait avoir. Enfin, je le redis, on a des challenges tous les jours, nous ou nos équipes, parce que j'avoue que c'est pas moi qui suis en frontal tous les jours avec le pool bancaire, heureusement, merci mes équipes, mais ça nous permet d'avancer sereinement. Voilà, quand on a des réunions de pool, on n'est pas stressé, on se parle et puis tout va bien. D'ailleurs, comment ça marche dans vos deux entités, dans vos deux entreprises? Quel est le temps, quelle équipe vous consacrez justement à ça, voilà?
Clément, je vous vois Ah hocher bah, la tête. ouais, nous, on a une équipe, comme toute entreprise, on est presque 130 chez Unseen. Donc, on a une équipe finance de 5 ou 6 personnes. Il y a au moins 2-3 personnes qui sont en permanence en contact avec nos différentes pas agences, nos différentes banques du pool. Et puis, évidemment, nous, côté direction, on est disponible pour toutes les réunions, toutes les demandes d'informations, etc. Mais non, il faut se faire aider. C'est plus qu'un boulot à plein temps. On va pas... Philippe, comment ça marche chez vous? Dans notre cas, notre CFO est à Grenoble, donc c'est plutôt pratique. Gérer ça à quelques centaines de mètres de l'agence. Et on espère que ça va continuer dans le sens. C'est comme on a complètement décidé d'internaliser la série B. On le fait sans bancaire. En fait, c'est des demandes qu'on a eues d'investisseurs US. Vous devez le faire vous-même, montrer que vous êtes capable de le faire vous-même et accessoirement gratter 5%. Voilà. Et donc, ce qui va nous permettre, on l'espère, de préparer le pool suivant et à terme de financer du BFR. Parce que là, on a été sur du financement de la R&D pour préparer le produit. Mais une fois que le produit arrive, il faut quand même, dans notre cas, nous le précommander chez TSMC à Taïwan. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cash à sortir pour préfinancer la production. Là, on est plus sur du financement classique. Clément parlait tout à l'heure de BPI, d'autres acteurs aussi. C'est cette combinaison-là qui fait que ça marche, Philippe. Alors, nous, on a globalement coché toutes les cases en termes de financement, si ce n'est qu'on a tout fait à l'envers. On a démarré dans un programme collaboratif européen, c'était de l'H2020 à l'époque. Après, on a des investissements européens et le côté français est arrivé après. Donc, ce qui n'est pas toujours évident en France quand on est un peu en rupture, c'est-à-dire on n'a pas démarré en dimension régionale, par exemple, un petit prêt BPI sur Grenoble. On a eu des millions qui sont arrivés de Bruxelles et après, on a essayé de rentrer dans le système français. Donc, un peu hors case, ça s'est fait, justement avec ce pool bancaire. Et dans le pool, d'ailleurs, je peux les remercier aujourd'hui, il y a la BPI qui est entrée. En fait, ça a été notre premier lien avec la BPI, mais bien plus tard que les autres, mais qui est arrivé. Donc, c'était également une case à cocher pour tous les autres dispositifs de financement. Sur la série A, on a eu du public avec le IC, le UE France 2030, Fresh Tech Souveraineté, après du privé avec ARM, évident, etc. Vous diriez qu'on a besoin de quoi, Mathieu Giron, demain pour accompagner mieux ces entreprises-là? Qu'est-ce qu'il faudrait un peu faire bouger? Pour accompagner mieux, il y a déjà pas mal de choses qui existent. Après, au niveau des caisses d'épargne, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Alors, il y a la partie dans le financement, il y a le dilutif et non dilutif. Les caisses d'épargne, il y en a 15 en France, donc toutes n'ont pas forcément la même stratégie sur ce sujet-là. Mais par exemple, en Aquitaine Poitou-Charentes, on est souscripteur de fonds sur des fonds d'investissement, donc IRDI, Saventure, etc. Donc je pense qu'à la limite, ce qui pourrait peut-être plus un peu mieux faire, je pense que là-dessus, c'est un sujet chez nous, par exemple, on va sûrement se développer à ce niveau-là. Après, pour le métier du banquier, je pense qu'il y a aussi des métiers qui sont quand même en croissance chez nous. Il y a aussi tout ce qui est international. C'est vrai que vous parlez de cycle d'exploitation. International, c'est quand même un sujet majeur. Vous, c'est quoi votre expertise là-dessus, justement? Comment vous les accompagnez là-dessus? Alors, on a des chargés d'affaires internationaux spécialisés. Donc, c'est le métier. Ils accompagnent nos chargés d'affaires entreprises au quotidien, au rendez-vous client. Ce qui est bien avec l'industrie, c'est que c'est des flux physiques. Donc, il y a des choses matérielles. C'est plus simple à appréhender pour un banquier. Donc, il y a du stock, il y a de l'export, il y a de l'import, voire du grand import. Donc, typiquement, sur ce genre de service qui revient finalement à financer du court terme, on finance plutôt des opérations, un cycle d'exploitation. Et donc, ça permet de mettre des solutions comme de l'avance en devise, par exemple. Là, on avance du cash pour financer ce cycle. Ça permet aussi de mettre en place des solutions comme le crédit documentaire qui permet de sécuriser l'opération, voire des lettres stand-by. Enfin voilà, il y a plein de solutions qui permettent, mais c'est vrai que c'est toujours un peu concomitant. L'international et les entreprises qui sont vraiment sous la lumière, c'est un sujet récurrent. Vous qui travaillez très clairement avec l'international, Clément, comment vous réagissez à ce que dit Mathieu Giron? Non, mais là, c'est du vrai opérationnel. C'est-à-dire qu'on a besoin de comptes en devises, on a besoin il y a aussi des DAT, il y a plein de choses. Enfin, donc là, on utilise tous les outils mis à disposition par les banques. Et c'est vrai que nous, on est très satisfaits de ce qu'on nous propose. On a des comptes en devises un peu particuliers. Voilà, on travaille vraiment dans le monde entier, donc il y a des pays qui vont payer en dollars néo-zélandais, par exemple. Vous ouvrez un compte en dollars néo-zélandais, c'est pas simple. Sauf qu'en fait, si, on se rend compte qu'avec nos agences locales, c'est fait en 10 minutes parce que les équipements vont bien, etc. Rapatrier de l'argent, il y a tous les sujets, par exemple, des choses bêtes, mais les fameuses taxes américaines. Donc nous, on exporte nos satellites vers les États-Unis pour les tirer dans les fusées américaines. Donc la douane nous
nous prélève gentiment maintenant 20% supplémentaires sur l'ensemble. Donc ça commence à faire des sommes. Donc ça fait des flux de trésorerie qu'il faut assurer, qui partent en dollars, qui vont revenir un jour peut-être. Premier juré, ils nous l'ont dit, ça allait revenir, mais on ne sait pas quand. Donc tout ça, c'est de la gestion de devises, de l'euro évidemment, la majorité, mais des devises totalement étrangères, des devises japonaises, des devises du singapourien, de l'Emirati, enfin tout ça. Et on est bien content d'avoir des gens pour qui, en fait, qui sont staffés pour faire tout ça et qui nous ouvrent les comptes quand il y en a besoin et qui savent faire les transferts quand il y en a besoin. Voilà. Et de conseils aussi, parce que qui dit multiplicité des devises dit taux de conversion qui peuvent bouger très vite. Le dollar, là, en 9 mois, il y a eu je sais pas, 20% de fluctuation. On a aussi des conseils de non, ne convertissez pas, ou c'est le bon moment, etc. Donc tout ça, c'est vrai, c'est des choses qui nous aident. Donc c'est très précieux pour nous, en tout cas. Est-ce qu'on est plutôt sur une conversation positive ou on est optimiste ou pas sur l'avenir de l'industrie française ? Alors nous, on est industrie sans avoir d'usine de production énorme. Donc je me rapproche de ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas vraiment du faiblesse, mais c'est pas non plus l'industrie de masse. Donc c'est vrai qu'on finance beaucoup les banques. Quand je dis on, c'est pas moi qui finance. Moi, je crame le cash. C'est beaucoup de R&D, de cerveau donc c'est un peu différent. Moi, je pense qu'on a les talents, on a même une vraie volonté politique large d'avancer. Maintenant, on manque un peu de budget en local, on va pas se mentir, on le sent tous maintenant. Et vraiment, moi, mon gros sujet, c'est le temps. On vit dans une autre phase temporelle en France et en Europe que le reste du monde. Et en plus, avec ces histoires de la géopolitique un peu compliquée, où toutes ces alliances sont en train de se déliter, où tout le monde fait confiance évidemment en son voisin, mais un peu moins que le jour d'avant, tout le monde réaccélère en interne pour être un peu indépendant ou réaccélère dans ses partenariats, etc. Et je pense que c'est là où le bas blesse. C'est le temps, notre capacité à aller vite. Philippe Noton. Alors, je pense qu'on a des raisons d'être optimistes au niveau européen. Globalement, les ingénieurs européens sont très très bons, clairement rien à envier aux Américains. En plus, le rêve américain que j'ai connu il y a 30 ans en sortant de l'école, je pense qu'il n'existe plus maintenant. Les jeunes, ils n'ont plus forcément envie d'aller là-bas. Donc raison de plus pour qu'ils restent chez nous. La problématique, c'est de pouvoir scaler en Europe relativement rapidement, que tous les pays européens s'alignent. Mais la masse critique, elle est européenne, elle est plus française. On trouvera toutes les compétences qu'il faut, on parlait d'usine. Faire une usine, dans notre cas, en France, ça n'a globalement aucun intérêt. Au niveau européen, si tout le monde se réveille, oui, ça l'est. Et accessoirement, les budgets en Europe, ils n'ont quand même rien à voir au budget français. Ce qui n'est pas toujours évident. Ce qu'on a pu voir, comme on est impliqué dans des programmes français, des programmes européens, c'est cette délégation à l'Europe qui ne marche pas toujours très bien. Quand un projet a été revu par des reviewers européens, ce n'est pas forcément accepté par la France. Parce qu'en fait, c'est un peu une délégation de souveraineté et ils veulent faire une deuxième révision de copie en France pour s'assurer que les Français sont d'accord. C'est là où il va falloir, je pense, évoluer beaucoup plus dans ce sens-là et déléguer plus de choses à Bruxelles, parce que tout ce qui est écosystème Horizon Europe, c'est comme colossal en termes de budget. Ça finance du SMI, ça finance de la bio, ça finance du spatial, ça fait plein de choses et je vois venir là-bas. Donc je suis colère. Alors c'est peut-être pas la bonne place pour le dire, mais je suis plutôt européen que français sur cet aspect-là. Mathieu Giron, l'acteur bancaire, il est optimiste ou pas sur l'industrie de demain ? On ne peut pas faire ce job sans être optimiste. Après, oui, quand même, parce que il y a un sujet qui se développe aussi, c'est tous les sujets ESG, environnementaux. Donc aujourd'hui, ça passe beaucoup par du questionnement, faire un 360 sur ces sujets-là. Donc l'impact, les critères d'impact notamment. Et demain, ce sera probablement d'un système de notation qui va permettre d'accompagner plus fortement les entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu et de se développer en respectant ces critères-là. Moi, ma conviction, c'est que c'est important et que ça permettra même de faire un élément de différenciation par rapport à d'autres acteurs économiques qui ne prennent pas en compte forcément ces sujets-là. Merci à tous les trois d'avoir discuté avec nous de l'industrie de demain. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Clément Gallic, Philippe Noton et Mathieu Giron. Merci à tous les trois.